Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, pour faire face au dépérissement du vivant, j'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi qui tend à créer un cadre national pour la protection et la résilience des sols. Avant de l'évoquer, je voudrais tout d'abord remercier chaleureusement Michaël Weber, notre rapporteur, ainsi que nos administrateurs pour la qualité de leur travail. La crise agricole de ces dernières semaines est venue quelque peu brouiller la perception de ce texte, pourtant bien accueilli au départ. Devant la saine colère des agriculteurs accablés par des prix de vente trop bas, le gouvernement a cédé à la panique. Nous assistons médusés à une débâcle écologique sans précédent. Ainsi, la mise en pause du plan Écophyto est un trophée dont pourra longtemps se targuer la FNSEA au mépris de toute réalité économique et écologique. En effet, la réduction des pesticides ne provoque pas la ruine des exploitations. Bien au contraire, c'est un gain de 200 € par hectare pour les agriculteurs libérés de leur dépendance à ces produits. Sans parler des effets bénéfiques pour leur santé, pour notre santé commune ainsi que celle des sols. La santé des sols doit nous préoccuper au plus haut point, car elle est la condition du vivant et l'origine du monde, selon l'expression même du professeur Marc-André Selosse. C'est tout l'enjeu de cette proposition de loi qui vise non pas à alourdir les normes ou à stigmatiser une profession vitale au pays, mais à donner de nouveaux outils de gestion durable. Le constat des scientifiques est sans appel et localement, les agriculteurs savent très bien que la fertilité du sol est liée à sa qualité et à sa biodiversité. Je renverserai donc l'argument de mes détracteurs. La crise que nous connaissons est un moment tout à fait opportun pour porter la question des sols. Promouvoir les sols, c'est améliorer le rendement des terres et donc le revenu des agriculteurs, préserver leur outil de production et enfin tendre vers une agriculture intensive en écologie. Le but de ce texte est de créer une véritable stratégie nationale de promotion des sols vivants et de favoriser les passerelles entre le monde scientifique et le monde agricole et forestier. Car la France dispose d'un réseau de laboratoires et d'une expertise sans pareil en Europe, dont le législateur aurait tort de ne pas saisir l'opportunité. On me rétorquera encore que ce n'est pas le moment, car une directive européenne est en cours d'examen. Mes chers collègues, la directive sur les sols est à l'arrêt depuis 2005 et la nouvelle est en passe de subir le même sort. J'en veux pour preuve le vote de ce mardi de la Commission agricole du Parlement européen qui retire du projet de directive l'obligation pour les États de définir des pratiques de gestion durable des sols. Ainsi, la question n'est pas de sur- ou de pré-transposer, mais de sortir de l'expectative européenne, de préparer notre pays à la prise en compte des sols dans la transition écologique et surtout d'accompagner les artisans du sol dans une gestion durable de leur principal outil de travail. Face à l'inertie européenne, cette proposition de loi tombe donc à point nommé. Le système actuel conduit les agriculteurs et les écosystèmes dans le mur. Chaque année en France, les sols perdent en moyenne 1,5 tonnes de terre par hectare en raison du ruissellement des eaux et de l'érosion. Chaque seconde, c'est 26 mètres carrés de terres arables qui disparaissent en France, soit 82 000 hectares à l'année, l'équivalent de la ville de Paris. Nous perdons peu à peu les fonctions essentielles des sols, telles que leur rôle d'éponge naturelle et de filtration pour lutter contre les inondations, les crues et les sécheresses de plus en plus fréquentes, leur rôle en matière de lutte contre l'érosion, afin de préserver les nutriments pour garantir la fertilité de nos bassins agricoles. Les sols sont aussi le plus grand réservoir de biodiversité de la planète, puisqu'ils abritent près de 60% des espèces vivantes, sans oublier leur fonction majeure dans la séquestration du carbone. Notre souveraineté alimentaire est menacée. Sortir de ce cercle vicieux est donc une nécessité. Comment peut-on considérer que ce n'est pas le moment, alors que les aléas climatiques coûtent un pognon de dingue aux collectivités, alors que les scientifiques et toutes nos instances climatiques, dont le Haut Conseil pour le climat, clament l'urgence de se saisir des sols pour relever les défis environnementaux? Les auditions ont été limpides. Comment peut-on considérer que ce n'est pas le moment, alors que tous les agriculteurs qui franchissent le pas de l'agroécologie retrouvent le sens de leur métier? Les agriculteurs nous le disent, la transition est possible grâce au sol, par la mise en place d'une agriculture de régénération. Mais circuler, il n'y a rien à voir. L'opposition de la majorité sénatoriale relève malheureusement plus de la posture dogmatique face à laquelle tout argument sera forcément dérisoire. À croire que nous préférons agir au pied du mur plutôt que de prévoir et planifier.
En décembre dernier, je me remémore avec émotion, les membres de notre commission allaient réaliser des carottages dans le jardin du Luxembourg. Je nous revois saluer les travaux de l'INRAE et trouver heureuse cette initiative parlementaire. Depuis, une consigne de la FNSEA est passée par là pour entraver l'adoption de ce texte. J'ose croire que le courage politique se mesure à notre capacité à penser l'intérêt général et aux générations futures, plutôt qu'à notre docilité vis-à-vis d'arguments éculés sur l'opposition des agricultures. Surtout lorsque la voie de la transition vers une agriculture intensive en écologie et en emploi nous est ouverte. Loin des fantasmes, que propose ce texte concrètement? Il vise avant tout à structurer une politique publique qui n'existe pas, à savoir une politique dédiée au sol, qui, en vertu des fonctions et des services qu'ils rendent naturellement, doivent être promus au même titre que l'eau ou que l'air. Trop longtemps délaissés, les sols vivants doivent devenir le socle de la stratégie d'adaptation au changement climatique. Ainsi, chers collègues, l'article 1er est un préalable symbolique qui vise à reconnaître la qualité des sols comme patrimoine commun de la nation et non seulement comme un simple adjuvant. Cette évolution du droit de l'environnement est la pierre angulaire pour la construction d'un véritable régime juridique à la protection des sols. L'article 2 va dans le même sens en précisant les fonctions et les services écosystémiques que nous avons évoqués. Il crée également une stratégie nationale pour la protection et la résilience des sols en s'appuyant sur un schéma national des données sur les sols. Nombre d'organismes publics analysent les sols, le GISOL, le BRGM, l'ADEME, l'INRAE. Il faut pouvoir donner une cohérence générale à tous ces acteurs. Nous proposons également la création d'un diagnostic sur l'état des sols lors de toute vente ou cession d'immeubles non bâtis dans le but d'apporter des informations utiles à l'acquéreur. L'ensemble du couvert pédologique de la forêt au cœur de ville sera donc concerné par ce diagnostic. L'idée d'un diagnostic des sols semble pourtant faire consensus. Le gouvernement lui-même l'a d'ailleurs proposé dans son avant-projet de loi agricole. Même notre collègue Laurent Duplomb le revendique dans sa dernière proposition de loi pour répondre à la crise agricole. Je ne comprends donc pas vraiment les motifs d'opposition de nos collègues de la majorité sénatoriale. Surtout que le secteur privé s'empare de ce sujet dans le cadre du reporting RSE obligatoire depuis janvier 2024 pour les entreprises cotées en bourse. Sans encadrement des diagnostics, nous nous dirigeons tout droit vers un chaos d'indicateurs non vérifiés et non corroborés par les scientifiques qui feront les choux gras des diagnostiqueurs peu scrupuleux. Cet article permettrait d'éviter cet écueil. L'article 3 prévoit en dernier lieu de créer une autorité administrative responsable de cette politique publique. Pour des raisons de recevabilité financière, notre amendement visant à confier ce rôle aux agences de l'eau est malheureusement tombé. Quoi qu'il en soit, ces organismes publics ont clairement manifesté leur souhait de compétences dans ce domaine. Nous partageons ce point de vue au regard de leur rôle en matière de financement des paiements pour services environnementaux. Rien n'empêchera l'autorité en charge de la stratégie nationale de travailler étroitement avec les agences de l'eau. Vous pouvez constater, mes chers collègues, que cette proposition de loi ne vient pas s'opposer à nos agriculteurs et encore moins opposer les agricultures. Elle offre de nouveaux outils publics de pilotage d'une ressource indispensable et oubliée par notre droit de l'environnement. Lorsque le gouvernement n'est pas au rendez-vous, le Sénat doit prendre le relais en assumant une parole forte, définie par le regretté Robert Badinter, être le phare qui éclaire les voies de l'avenir et non le miroir qui reflète les passions de l'opinion publique. Être à la hauteur de nos convictions et de nos responsabilités pour les générations futures, c'est promouvoir un développement durable. N'est-ce pas là l'ADN de notre commission éponyme ? Refuser cette proposition de loi, c'est faire perdre l'occasion à notre pays d'un leadership écologique pour la résilience des sols. Un sol en bonne santé, donc vivant, c'est la garantie sanitaire de tout l'environnement, de la nappe phréatique à l'air que nous respirons. Au regard de ces enjeux, vous l'aurez compris mes chers collègues, je vous invite à dépasser les mots d'ordre pour sortir de l'ornière et voter en responsabilité, voter pour le vivant. Merci.